Et je t'écoutais, tu disais dans d'autres entretiens que quand c'était des joueurs qui étaient de ton gabarit, qui avaient sensiblement la même force physique et que c'était QI foot contre QI foot, tu t'en sortais bien. Ouais. Mais quand les joueurs, on arrivait puis on avait un 6 pieds 4, 6 pieds 5 devant nous, très large, excessivement rapide, qui a une force musculaire, une force physique que tu n'as pas malheureusement, c'est là que ça devient un petit peu plus compliqué, je pense. Josie Altidore. Josie Altidore est l'exemple parfait de ça. Et lui, j'ai beaucoup retenu Giovinco, mais lui aussi m'a beaucoup marqué. Le duo qu'il formait était incroyable. Josie Altidore, c'était un peu comme Drogba aux entraînements. Oh. Drogba a 10 coches au-dessus sur un certain nombre de choses, mais là encore, Josie Altidore, que j'ai affronté, avait... je ne sais pas quel est, avait 27, 28 ans. Le Didier Drogba que j'ai affronté en avait déjà 36, 37. Donc, c'est me dire, le Didier Drogba que j'ai affronté, j'ose même pas l'imaginer 10 ans plus tôt, quoi. Ça devait être injouable. Mais ces profils-là, physiquement, étaient trop forts pour moi. Et trop forts, de toute manière, pour la majorité des Drogba défenseurs. était trop fort pour la Première Ligue, de toute façon. Était trop fort pour la Première Ligue, mais l'impact physique que ces mecs-là étaient capables de t'imposer, ça faisait mal. Ouais. Tu sais, tu étais capable de grimacer suite à un duel. Tu vois, alors que d'autres fois, tu te relèves, c'est tout, tu passes à autre chose. Ça laissait des traces. Didier, aux entraînements, je me souviens, tu vois, c'est quelque chose qui m'a marqué. L'un de ses premiers entraînements, parce que moi, j'avais un style de jeu super agressif dans l'anticipation. On parlait de QI foot, capable de lire où est-ce que la prochaine passe va arriver. Puis souvent, j'essayais de passer devant mon attaquant, puis dans le meilleur des cas, intercepter la balle. Dans le pire des cas, simplement tacler ou tendre mon pied pour le remettre, pour l'empêcher d'avoir la balle et le remettre à un de mes coéquipiers. L'un des premiers entraînements face à Didier, j'ai essayé de faire ça. Au moment où je m'apprêtais à passer devant lui, parce qu'il prenait à la fois l'information régulièrement, à la fois parce qu'il était intelligent et qu'il avait un physique hors du commun, il a pris l'info, il a vu que je m'apprêtais à passer devant, le ballon était en mouvement sans aller vers lui, il a simplement tendu son pied, il a sorti sa hanche en fait. Mais j'ai frappé un mur, quoi. Ça m'a coupé le souffle, j'ai dit ok, j'ai compris. Puis après, je l'ai compris aussi avec Altidore, qu'on commençait à affronter à cette époque-là, que ce type d'attaquant, je ne pouvais m'imposer de ne pas pouvoir être exactement moi-même. Je devais avoir un certain respect sur leur force physique et que quand je voulais passer devant eux, je prenais méchamment le risque qu'ils m'utilisent pour m'éliminer, qu'ils mettent leur corps en opposition. Je passe devant, je rebondis, je tombe et eux se retournent. On parlait de QI foot et jouer les probabilités, j'ai amené cette compréhension du foot face à ce type d'adversaire à ce moment-là, que les probabilités que je passe devant ce profil d'attaquant étaient faibles. Je devais accepter que le ballon, il le jouerait et que le meilleur des scénarios que je pouvais faire, c'est les forcer à jouer derrière. Mon gain était ça. Si je force un Didier Drogba à l'entraînement ou un Josie Altidore à jouer derrière, à jouer négatif, je fais mon job. Tu as parlé de Drogba. Est-ce que tu as d'autres anecdotes pour nous? Parce que ça l'a dû quand même changer un peu ta vision de foot de jouer avec Drogba. Parce que, rappelons-le aux gens qui nous écoutent aujourd'hui, même si Drogba est venu plus vieux, quand il arrive, il marque 11 buts en 11 matchs. Là. Il vient avec du sérieux, de la rigueur. Il est décisif dans les matchs. Je me rappelle de certaines parties, littéralement, qu'il les gagne des fois lui tout seul. Ça devait être quelque chose quand même dans les entraînements. C'était quelque chose dans les entraînements. Moi, j'ai eu la chance aussi de connecter avec l'homme à un niveau privilégié aussi. On est devenu très rapidement, savoir aussi que Didier arrive et choisit Montréal, alors que Chicago a ses droits, les discovery rights qu'on appelle en MLS. Chicago, écoute, tu me demandes moi de hiérarchiser les villes en Amérique du Nord. Chicago, je te le mets au top du top des endroits où vivre. Lui, malgré ça, dit non, Chicago, qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Non, moi, je veux venir dans un environnement francophone à Montréal. Je sens que mon impact footballistique plus l'environnement ça coche toutes les cases. Je veux venir à Montréal. Donc, c'est son choix. Et il force une transaction entre les deux clubs parce que lui dit, si je viens en MLS, c'est Montréal et c'est tout.
Donc ça, c'est quelque chose. Et ça se traduit par quoi? Ça se traduit par, à son arrivée, lui, c'est un bon vivant, Didier, être capable de bien vivre, c'est être capable de bien s'entendre avec le vestiaire et avoir des relations privilégiées. Je suis francophone, il a grandi en France. En plus d'être francophone, je veux dire, il a grandi en France et moi, je suis français aussi. On a une proximité intellectuelle et amicale super rapidement, en fait. Lui, Ambroise Oyongo, Hassoun Camara et même Jackson, à ce moment-là, un petit peu moins, mais un petit peu plus Didier, ces 4-5 là, on est beaucoup ensemble, sur le terrain, en dehors du terrain. Puis, à l'époque... on est dans notre vie hors du terrain, on va souvent passer du temps ensemble. Je vais souvent manger chez Didier avec Hassoun, on se fait à manger tous ensemble. Je bénéficie aussi de sa préparation hors terrain, je le vois avec son ostéo, avec son chiro travailler, je comprends un petit peu tout ce qu'il fait et l'importance de ce qu'il fait pour lui permettre de continuer à jouer à 36-37 ans. Et ça continue de bonifier ma professionnalisation du sport. Pour moi, je deviens encore un meilleur professionnel grâce à ça et dans la joie et la bonne humeur parce qu'on passe des moments formidables en dehors du terrain aussi. Là. Donc, pour moi, ça a été une expérience hors du commun. On est resté en contact et on se parle encore évidemment de temps en temps. Didier, la vie avance, mais ses amitiés restent là quand même. Et je me suis senti privilégié. Alors, on parlait de lucidité aussi. J'avais la lucidité quand même de comprendre que être au contact de Didier en dehors de la vie me donnait l'opportunité de vivre des choses qui n'étaient pas non plus ma vie. Tu comprends, qui allait être une parenthèse. Dis-nous en plus. Qu'allait être une parenthèse. Évidemment, il y a des choses que je peux dire, d'autres que je peux pas dire, mais on s'est amusé. On était des jeunes footballeurs dans la vingtaine, donc on sortait, on a fait des voyages à droite à gauche où on s'est amusé. C'est aussi ça qui nous a servi à créer quelque chose dans le vestiaire. D'ailleurs, ce que je veux dire, c'est qu'on en a profité comme hommes. Pour vivre de super choses ensemble, mais cette proximité-là, ça ne veut pas dire qu'un vestiaire ne peut pas se débrouiller sans cette proximité-là. Par contre, quand elle est là, c'est sûr et certain que le vestiaire en bénéficie. Et c'était là. On a fait des sorties de jeunes dans la vingtaine où on s'amuse excessivement. Et par contre, voilà, là où je veux en venir, c'est que Didier... Parlons de choses concrètes, à des moyens et à une popularité qui font qu'il a accès à des choses qui sont un peu plus hors de notre, réalité, de ses coéquipiers qui composaient le vestiaire à l'époque. Donc, nous, on a vécu la réalité que vivait Didier à certains moments pendant cette année et demie-là. Et moi, j'avais simplement la lucidité de dire, regarde, c'est une parenthèse, Vendré. Tu sais qu'en ce moment, ce ne sera pas ta réalité après, là, mais on en profite. Profites-en. C'est un privilège de la vie. C'est aussi les fruits du travail ça fait partie des récompenses, en fait, d'une certaine manière. D'une carrière, ça doit être des souvenirs qui vont rester en mémoire toute ta vie, ça, Vendré. Ah, mais vraiment, vraiment. Puis comme je dis, ça s'est fait vraiment dans un cadre où il y avait et il y a toujours une amitié sincère avec Didier. Je parlais d'hommes formidables avec Alessandro Nesta, généreux. Pour moi, Didier... Puis en plus, parce qu'on se parle d'un attaquant. Les attaquants ont toujours un charisme, une aura, une reconnaissance dans le sport, pas juste dans le foot, qui est différente des défenseurs. Ça va avec. Avant de dire qu'on gagne des matchs en encaissant moins que l'adversaire, on en gagne parce qu'on marque des buts. Donc, celui qui marque des buts sera toujours à un autre niveau. Didier, on se parle de la crème des années 2000 à 2015. Il avait une aura, un charisme hors du commun, vraiment hors du commun. Les matchs qu'il a joués, c'est exceptionnel avec Chelsea les premières années quand il gagne la Coupe d'Angleterre 2 années de suite, le championnat avec Mourinho, la finale de Ligue des Champions. Mais l'homme qu'il est, Antoine, pour moi, est totalement, pour quelqu'un qui le juge de l'extérieur, il a littéralement arrêté une guerre, en fait. C'est un homme d'une générosité et simplicité dans sa manière de parler à peu importe qui compose son environnement et son paysage. Il a été un coéquipier formidable, un ami extraordinaire et c'est quelque chose, comme je dis, avant d'en être confronté, on peut penser que ces gens-là se protègent.
à un moment donné parce que ils sont sollicités de toutes parts, parce que leur popularité fait qu'il faut se protéger. Et je pense que oui, il y avait de ça. À certains moments, pour lui, il fallait qu'il se protège, etc. Mais en fait, l'homme que je connaissais, c'est comme mes amis, quoi. C'est Ouais. quelqu'un de simple, normal, généreux. C'était vraiment incroyable.